Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons parler informatique ce soir. Les anarques, les fraudes, les escroqueries à travers Internet sont fréquentes à partir de la Côte d'Ivoire et ces actes malveillants se présentent sous des formes variantes. Selon certaines statistiques, la Côte d'Ivoire réunit à elle toute seule 62% des cybercriminels de l'Afrique, devant même le Nigeria, considéré autrefois comme l'Eldorado des délinquants de l'Internet. Tout cela, nous allons vérifier avec nos invités. Mais pourquoi la Côte d'Ivoire et que faut-il faire? Nous sommes donc en plein dans les réflexions parce que les opérations en ligne en direction de la Côte d'Ivoire ou à partir de la Côte d'Ivoire font peur aux investisseurs, même aux citoyens lambda. Messieurs, la question essentielle est donc celle-ci. Comment sortir la Côte d'Ivoire de l'engrenage de la cybercriminalité? Pour le savoir, nous avons appelé ce soir M. Magloire Danet. Il est le président d'Africa e-Police. Bonsoir. Bonsoir. Juste auprès de vous, nous avons appelé aussi le professeur Denis Gueux, socio-criminologue à l'université Félix Houphouët-Boigny. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ensuite, nous avons appelé Maître Abdou Abbas Sarr, avocat, consultant en droit des TIC. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, nous avons appelé M. Alain Jean-Marie Akepo. Vous êtes consultant international, spécialiste des TIC. Messieurs, pendant 90 minutes, nous serons ensemble, nous allons faire l'état des lieux, nous allons jeter un regard sur les textes de loi, sur leurs aspects droits de l'homme, la responsabilité des parents et des enfants même dans la lutte contre la cybercriminalité et nous verrons les solutions possibles. Si cela vous convient, nous allons voir ensemble les premiers éléments filmés de cette émission. Notre reporter Herman Niamier nous dit que c'est au début des années 2000 que l'outil informatique a véritablement fait sa percée en Côte d'Ivoire avec l'arrivée des premiers cybercafés. Mais une autre précision, c'est avec l'avènement du coupé-décalé en 2002 que le phénomène de broutage, comme on l'appelle en Côte d'Ivoire, s'est véritablement propagé et la suite, on la connaît. À la faveur du boom informatique des années 2000, l'Internet fait son apparition au début des années 2000 en Côte d'Ivoire. Cet outil de communication méconnu par les Ivoiriens et relativement coûteux était plutôt l'affaire des pays voisins de la Côte d'Ivoire, surtout les voisins anglophones qui détenaient les premiers cybercafés. Le phénomène est un phénomène qui nous vient des pays anglophones. Et au fur et à mesure, les jeunes Ivoiriens se sont, on va dire, ont excellé en griffe de façon négative dans le milieu. L'ANAC que nous connaissons, appelée l'ANAC nigériane, est à l'origine une ANAC appelée ANAC de la rue de Jérusalem. Donc, qui est venu sans qu'on ait face de stigmatisation du Nigeria et qui, on va dire, a été adopté par nos jeunes Ivoiriens pour des raisons diverses. Autant des phénomènes de la déscolarisation, de la pauvreté, donc c'est autant de causes qui ont pu voir évoluer le phénomène de la cybercriminalité en Côte d'Ivoire. C'est véritablement en 2006, avec l'introduction d'un style musical qui a véhiculé un message de gain facile, que les jeunes Ivoiriens s'y adonnent véritablement. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est indexée comme l'Eldorado de la cybercriminalité. Le vide juridique à l'époque et la complicité de certains établissements bancaires et des maisons de transfert d'argent ont favorisé le développement de ce phénomène. Seulement pour l'année 2011, il y a eu 3000 dénonciations et plaintes, 300 arrestations et 150 personnes déférées. Pour l'année 2012, on parle de plus de 3300 milliards de francs CFA qui ont été soutirés à des honnêtes citoyens à partir de la Côte d'Ivoire. Puis, certains pays ont mis la Côte d'Ivoire sur la liste noire des pays avec qui l'on doit éviter de faire des transactions en ligne. Le pays se bat comme il peut pour se redonner une image positive, mais beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire. Vous avez vu cet état des lieux, ce résumé fait par Herman Niamé. Je voudrais commencer par vous, Monsieur Magloire Danet. Aujourd'hui, quand on fait l'état des lieux, qu'est-ce que cela révèle? Cet état des lieux là où... L'état des lieux, général, ceci est un résumé, mais l'état des lieux de la vie de tous les jours. Oui, dans matière de lutte contre la cybercriminalité, il y a beaucoup encore à faire. C'est vrai que bon, on sent dans ces derniers temps la répression au niveau de l'État, ce qui est d'ailleurs bon, parce que dans cette mesure, il faut une mesure dissuasive. Ça, c'est très bon. Mais en revanche, il y a beaucoup d'efforts encore à faire parce que, bon, là, on parle simplement d'ANAC ici. Enfin, quand je suis le reportage... Mais c'est juste un résumé pour nous situer déjà, parce que vous pensez que la chose se présente autrement. Oui, la chose se présente autrement, parce que nous, ça, c'est vrai que par abus, on appelait ça cybercriminalité, parce que, vous savez, la définition même de la cybercriminalité, c'est tout ce qui est crime qui arrive à être perpétré, enfin, à être commis au niveau de tout ce qui est système informatique et de la communication.
À ce niveau, ça se situe à deux volets. Le premier élément à comprendre, c'est quoi? C'est tout ce qui est crime qui est fait sur les systèmes de communication et d'information, c'est-à-dire directement. Et le second volet, c'est tout ce qui est crime qui est fait à l'aide de tout ce qui est système d'information, notamment les arnaques via Internet et autres. Mais ce qui nous fait peur, nous, en tant que techniciens, parce qu'au-delà d'être président de Africa e-Police, je suis également ingénieur des télécoms et je suis vraiment investi dans ce milieu. Ce qui nous fait peur, c'est vraiment les potentielles attaques qui pourraient venir sur vraiment de véritables systèmes d'information de la Côte d'Ivoire et d'ailleurs. C'est le plus important pour nous. Sinon ça, je pense que c'est un simple cas de volonté politique. Il faut beaucoup sensibiliser. Alors, vous dites ce qui vous fait peur, c'est le potentiel. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que ce que nous voyons, ce n'est que la partie visible de l'iceberg? Non, ça c'est rien du tout. Honnêtement, en tant que technicien, ça c'est rien. Vous vous effrayez davantage en disant la vérité? Non, je n'ai aucune intention de vous effrayer. Je suis également ivoirien, africain et tout. Mais ça, honnêtement, moi, en tant que technicien, ça ne m'effraie pas. C'est une question de sensibilisation, de l'hygiène informatique, de tout un chacun. Parce que quand on en a, qu'on escroque et tout, machin, bon, avec un peu de vigilance, on peut réussir à diminuer. Avec beaucoup de sensibilisation, on peut réussir à diminuer. Et moi, ce qui me fait peur, moi surtout en tant que technicien, ce qui me fait peur, c'est les potentiels attaques qui pourraient venir sur des grands systèmes d'information, des grands systèmes bancaires, des grands systèmes de transport et tout. C'est ça qui pourrait nous intéresser véritablement. Très bien, on va en parler. Monsieur Akepo, quelle est votre réaction à la suite de M. Dané? Alors, donc, ce que M. Dané est en train de dire, en fait, c'est-à-dire il veut considérer au plan dans sa globalité, ce qui est tout à fait réel. Ce qu'on vient de voir ici, c'est des petites arnaques, j'ai envie de dire. Je vais simplement prendre un petit exemple. Quand je venais ici, donc, en préparant cette émission, j'ai vu qu'en tout cas, il y a quelques semaines, il y a eu 45 millions d'euros qui ont été arnaqués donc, à un certain nombre de banques, à la fois en Allemagne et aux États-Unis, qui sont des pays quand même qui sont très... 45 millions d'euros, c'est environ 30 milliards de francs CFA, à peu près 30 milliards rapidement convertis. Voilà, tout à fait. Alors, ça veut dire quoi? Donc, les gens ont procédé simplement, ils ont d'abord attaqué donc, les systèmes d'information des banques. Je ne citerai pas donc, la carte bancaire concernée, mais ce sont des cartes prépayées. Donc, ils ont d'abord attaqué le système d'information de ces différentes banques-là. Ils ont rehaussé le plafond de ces cartes prépayées. Ils ont falsifié ces cartes, ils les ont contrefaites et les ont distribuées dans leur réseau à travers le monde. Attendez, vous êtes en train de dire que lorsque j'ai une carte X avec le plafond 500 000 francs CFA, le cybercriminel, le délinquant, rehausse à 1 million par exemple? Absolument, absolument. Et avec cette carte, il peut opérer dans n'importe quel pays. Et donc, lorsqu'il opère, il récupère de l'argent et il transfère cet argent-là vers le point focal de leur réseau, parce que ce sont des bandes organisées. Et donc, à partir de là, ils blanchissent l'argent, donc ils le font rentrer donc, dans le circuit financier normal. Donc là, on est en train de parler donc, de plus de 30 milliards de nos francs. À titre d'exemple, l'année qui s'est écoulée, en Côte d'Ivoire, donc les délinquants ont pris 3 milliards de francs CFA. Donc vous voyez bien qu'on n'est pas sur les mêmes échelles de valeur. C'est vrai que sur 3 années, on s'est retrouvé à 14 milliards de francs CFA. Professeur Gueux, l'état des lieux, quel commentaire vous faites là-dessus? En ce qui me concerne, en tant qu'enseignant-chercheur, selon les résultats que nous avons à notre possession, résultats réalisés par nos étudiants, certains sont en maîtrise de criminologie, d'autres en 2 et en thèse de doctorat, c'est que le problème d'abord de la cybercriminalité est une réalité. C'est ce qu'il faut d'abord reconnaître, que c'est une réalité. Et il faut dire qu'essentiellement, les cybercriminels ivoiriens sont généralement des élèves et des étudiants. Des élèves et des étudiants, en majorité, dont l'âge est compris entre 15 et 30 ans. Et l'analyse qu'on peut faire, c'est que la cybercriminalité en Côte d'Ivoire se situe actuellement au stade de la délinquance juvénile. Délinquance juvénile. Ça veut dire qu'il y a plus d'amateurs. Et mon collègue disait que ce qui fait peur, c'est que si rien n'est fait pour arrêter ou atténuer, parce qu'en criminaux, nous on dit atténuer parce qu'on ne peut pas trouver une solution tout à fait automatique pour arrêter la cybercriminalité parce que c'est une criminalité et il est difficile de maîtriser le flux de la criminalité.
la criminalité se modifie et échappe toujours à la main qui tente de la dominer. Donc, la cybercriminalité, ce qui effraie, comme le disait mon collègue, c'est que c'est généralement des jeunes. Et il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose en termes de sensibilisation. Et ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a des structures. Il y a des structures, il y a une qui m'a invité avec le jeune Paul Kourma, qui a une structure de sensibilisation dans des écoles primaires. Très bien. Alors, Maître Sarr, tout à l'heure, j'ai entendu dire les arnaques, ce sont des petites... je suis sûr que cela choque toujours le juriste. Et pour vous, il n'y a pas de petites arnaques? Non, pas vraiment. Je voudrais parler généralement de la législation. Oui, nous allons parler de la législation plus tard, mais déjà, maintenant, l'état des lieux en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a quelque chose d'effrayant? Ou bien vous pensez que la situation sera maîtrisée ou à court terme ou à moyen terme? Bon, en l'état actuel des choses, je pense qu'il faut avouer que la situation est alarmante. Parce que de plus en plus, les Ivoiriens utilisent les NTIC. On a tenté de limiter, enfin on a essayé de limiter la cybercriminalité à l'informatique, mais il y a également le téléphone. De plus en plus d'Ivoiriens utilisent le téléphone portable. Les moyens par lesquels les cybercriminels attaquent, ce sont essentiellement les systèmes d'information, informatique et télécommunication. Aujourd'hui, comme le premier intervenant le disait, Magloire Danet, il y a beaucoup d'infrastructures qui sont gérées à partir d'Internet. Que ce soit l'électricité, que ce soit l'eau, que ce soit la banque, imaginez dans les tours administratives, tout est géré essentiellement par l'ordinateur. Ça, c'est un niveau élevé. Maintenant, à un niveau terre à terre, effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui s'adonnent pas la cybercriminalité en tant que telle. Eux, ils ne voient que ces éléments comme un moyen d'aboutir à leur objectif, le gain facile. Donc, pour ma part, c'est quand même alarmant. D'accord. Alors, je voudrais poser cette question et puis vous choisirez qui va répondre. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui l'Eldorado des cybercriminels africains, puisqu'on parle de 62% des cybercriminels africains en Côte d'Ivoire? Comment est-ce que vous l'expliquez? À ce niveau-là, il faut comprendre que c'est aussi bon pour nos Ivoiriens parce qu'il y a un grand développement quand même du système d'information ici en Côte d'Ivoire. Vous savez, on a quand même parcouru la sous-région. Hein. C'est plus facile ici d'avoir accès à Internet qu'ailleurs. Ça, je vous le dis. Enfin, je vais parler de la sous-région ouest-africaine. Donc, le champ des crimes avance avec l'avancée du champ parce que ici, là, on est pratiquement à des systèmes vraiment très élevés du haut débit. Où aujourd'hui, même les moyens de téléphonie arrivent à faire des promotions. Pour 45 000 francs, on a peut-être un téléphone, un smartphone avec peut-être 3 mois d'Internet gratuit et tout. Donc du coup, ça crée le besoin. Alors quand le besoin est créé tout de suite, également aussi, les parasites arrivent. Donc ça, c'est vraiment, c'est cela. Et il y a aussi, bon, il fut un moment où ceux qui sont chargés de faire la répression dormaient. Je vais parler de l'État ivoirien. Dieu merci, maintenant, on fait beaucoup de répression, beaucoup de mesures dissuasives. Il y a eu aussi un grand manque de sensibilisation. Parce que la sensibilisation devait être aussi à la hauteur de la propagation quand même de l'outil Internet. Vous voyez, au fait, je vous donne un cas très simple. Aujourd'hui, les FAI, c'est-à-dire les fournisseurs d'accès Internet, il y en a maintenant il y en a partout. Même les moyens de téléphonie. Vous avez aujourd'hui, tu as une connexion Internet sur le téléphone portable, parfois c'est gratuit. C'est simplement de faire la sensibilisation parce que ça se fait sur Internet. Aujourd'hui, l'État ne peut pas demander aux maisons de téléphonie d'envoyer des SMS d'alerte pour prévenir, par exemple, le consommateur d'Internet qui est sur le téléphone, pour dire que, attention, c'est vrai, Internet est bon, mais il y a un danger derrière. Fais ceci, fais cela. Vraiment, c'est des choses qui peuvent aller très vite. Donc, on n'a même pas besoin d'organisation formelle pour faire la sensibilisation. Vous voyez, votre première adresse électronique, excusez-moi, je vous pose la question, c'est pas discret, mais je dis, votre première adresse électronique, c'est vous-même qui l'avez créée de vous-même? La première fois que vous avez utilisé Internet, votre première adresse électronique, email, vous l'avez créée de vous-même? En général, on fait créer toujours par quelqu'un d'autre. Par quelqu'un d'autre. Ouais. Et quand on crée une adresse électronique, derrière, on vous demande aussi une autre adresse qui peut être une adresse secondaire. En cas de problème, on redirige vos informations là-dessus.
Parfois, c'est celui qui vous aide à créer votre adresse électronique, qui donne par exemple son adresse comme une adresse support. Mais vous n'avez jamais eu la présence d'esprit de changer à la longue. Donc vraiment, il y a des sensibilisations à tous les niveaux. Et c'est ce qu'il faut faire. Moi, je pense que c'est ce qui peut freiner ces arnaques qu'on voit là. Ça ne peut pas diminuer, ça ne peut pas chuter le taux à zéro, par exemple, comme l'a dit le professeur. Mais je vais dire que c'est basé essentiellement sur des mesures dissuasives comme la répression et la sensibilisation. Donc il y a un manque de sensibilisation. C'est pour ça que... Et puis, il ne faut pas se les cacher. Les arnaqueurs, là, ils ont pris une longueur d'avance sur les mesures préventives, les mesures dissuasives de l'État ivoirien. Très bien, je retiens cette question-là afin que vous puissiez développer plus tard. Monsieur Akipo, quelle est votre explication du fait que la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui l'Eldorado des cybercriminels africains? En plus de ce qui vient d'être dit. En plus de ce qui vient d'être dit, je crois que quand même, c'est à la faveur de la crise, je pense, qu'il y a eu. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'il y a une crise, tout le monde vient et tous ceux donc, qui regardent le gain facile sont attirés. Et donc, si on voit bien, l'arrivée massive de ces cybercriminels-là part à partir du moment où il y a eu la crise en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, en fait, cette situation-là, de difficulté, en tout cas sociale, a permis donc, à certains cybercriminels de la sous-région de converger vers la Côte d'Ivoire. Et avec le développement d'Internet et des cybercafés, ils ont trouvé donc, en tout cas, une plateforme idéale pour opérer donc, leur pratique. Alors, professeur Gueux, c'est votre avis aussi? C'est l'explication? Oui, oui, effectivement, ça c'est l'aspect même de la sociologie. Vous savez que ce qu'il a dit le collègue, c'est une réalité. La cybercriminalité qui est purement une mentalité des criminels. La criminalité se développe lorsque dans une société donnée, vous savez, il y a une sorte d'anomie, lorsqu'il y a un dysfonctionnement lié soit à une crise comme ce que la Côte d'Ivoire a vécu, vous voyez, c'est un terrain fécond pour que la criminalité se développe. Depuis 2002, vous savez que le contrôle social, tout a échappé à l'État. Il y avait zone CNO, zone sud et tout ça dans ce désordre-là. Vous voyez que les jeunes venant des autres pays ont trouvé la Côte d'Ivoire comme un territoire de prédilection. Donc ils se sont tous déportés, Nigeria et autres, se sont retrouvés en Côte d'Ivoire. Il y a eu une sorte de contamination. Des jeunes d'ici, voyant ceux qui viennent de ces pays-là, dans un luxe, on a parlé de couper décalé avec les travaillements qu'on a vus avec Père à son âme, Dousaga, ainsi de suite. Vous avez vu qu'il y a eu une prise de conscience au gain facile. Donc en résumé, la crise en Côte d'Ivoire a favorisé la crise socio-politique qu'on a vécue, a favorisé, je ne dis pas que c'est la cause directe, mais a favorisé un développement de la cybercriminalité. Maître Sarr, c'est la même explication que vous donnez pour expliquer que la Côte d'Ivoire est devenue presque un cyberparadis? Oui, au départ, il faut avouer qu'on a vu une invasion de Nigériens, pour ne pas les citer. On a vu une invasion de Nigériens et une fois que ceux-ci se sont installés et qu'ils ont commencé leurs arnaques, les Ivoiriens s'y sont adonnés. Mais en fait, qu'est-ce qui a justifié l'invasion de ces Nigériens et autres Béninois? Ils ont vu la Côte d'Ivoire, si on devait faire un parallèle avec la fiscalité, il y a des paradis fiscaux où on estime que on peut prospérer, on peut créer des sociétés parce que la législation est permissive ou tout au moins la législation n'existe pas. Donc quand ils se sont rendus compte que dans leur pays, ils étaient traqués par les structures spécialisées, dissuasion, sensibilisation, mais surtout la police, la gendarmerie, en tout cas l'État les traquait à travers un cadre législatif, ils ont été obligés d'exporter leur savoir, en guillemets. Et la Côte d'Ivoire, à l'époque, n'avait pas les outils pour lutter contre la cybercriminalité, en tout cas les outils législatifs. Ils sont venus en Côte d'Ivoire et ils s'y sont installés parce qu'ils estimaient qu'il n'y avait ni législation et en plus la police n'était pas sensibilisée au phénomène. Donc c'est ce qui a développé la propension des Ivoiriens à suivre les Nigérians dans leurs arnaques.
Vous êtes en train de dire que ce qu'ils ne pouvaient pas faire ailleurs, ils ont préféré le faire ici, c'est voilà, cela? tout à fait. C'est ça, parce que moi, c'est vrai, la crise peut être une cause, une des causes, mais je ne suis même pas sûr, parce que la dernière crise qu'on a eue, il y a eu un gel complet de tout ce qui est SMS et Internet. Alors que c'est des crises qui se font, enfin, les crimes qui se font par moyen d'Internet. Donc, je ne suis pas totalement d'accord que la crise soit vraiment le facteur. En réalité, c'est ce que Maître a dit. C'est-à-dire qu'il manquait vraiment de sensibilisation sur nous. Parce que même le fait qu'il y a... Parce que la législation, c'est quoi? C'est droit, devoir et puis sanction par rapport aux crimes et autres. Même quand il n'y en avait pas, qu'on faisait beaucoup de sensibilisation, il pourrait arriver qu'on prenne des gens en cas de flagrant délit, par exemple. Ça pouvait véritablement... On pourrait trouver une formule, on pourrait créer des liens de sorte à pouvoir peut-être les condamner et autres. Mais il n'y a pas eu tout cela. Donc c'est vraiment la sensibilisation et les moyens vraiment de... D'accord. Voilà. Professeur Gueye, vous pouvez convaincre Magloire Dané? Oui, je dis que j'ai précisé que ce n'est pas la crise, je dis que c'est un facteur. Je dis que c'est un facteur, ce n'est pas la cause. Voilà. Et je voudrais aussi ajouter quelque chose, ce que le collègue a dit concernant les mesures au Nigeria. Il y a une méthode qu'un de mes étudiants a trouvée dans ses recherches, la méthode K119. Voilà. K119 qui est un article du code pénal nigérien qui sanctionnait. Donc, vous comprenez que à la lumière de la crise, ces jeunes ont fui leur pays pour venir ici, et comme il a dit, puisque les gens ne maîtrisent pas. Ils ont donc fui l'article 419 pour arriver là où il n'y a pas d'article qui pénalise. Alors, on va continuer, et là, nous allons voir autre image. Mais avant cela, je vais vous poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, véritablement, quand on regarde, on constate que les choses augmentent ou bien on est en train de maîtriser la situation? Oui, moi je voudrais intervenir pour dire que je pense que nous sommes en train de maîtriser la situation, mais c'est que parallèlement le phénomène évolue. Le phénomène évolue, la cybercriminalité a des multiples facettes, et que ce soit du point de vue technique, que ce soit du point de vue législatif, on a toujours du retard sur les cybercriminels. Mais entre 2000 et aujourd'hui, il y a une évolution. Prenez par exemple, aujourd'hui, je sais qu'au niveau de la police, il y a une direction qui s'occupe spécialement de la cybercriminalité. C'est quelque chose qui n'existait pas. Pour faire un parallèle, il y a une police qui s'occupe des mœurs, parce qu'on estimait que la dépravation des mœurs était exagérée. Donc c'est ainsi qu'on a créé la direction de la police des traces technologiques, la sous-direction de la police et des traces technologiques, de l'informatique et des traces technologiques. Donc, il s'agit de policiers tout à fait compétents, qualifiés. La plupart, je pense que c'est des ingénieurs en informatique et en télécom qui, aujourd'hui, réussissent à cerner le phénomène. Donc, entre 2000 et 2013 aujourd'hui, il y a vraiment une évolution. Mais il faut avouer que cette évolution n'est peut-être, je ne dirais pas qu'elle n'est rien, mais à côté de cela... On ne va pas au même rythme que les cybercriminels qui réfléchissent plus vite certainement. Bon, d'accord. Le phénomène de cybercriminalité affecte aujourd'hui toute la couche sociale, mais comment ces cybercriminels procèdent-ils pour appâter les victimes? Des éléments de réponse dans ce reportage de Herman Niamien. L'irruption d'Internet dans les habitudes des populations a fait apparaître un autre genre de criminels. Le domaine d'intervention, la toile, et ce sont les cybercriminels. En Côte d'Ivoire, le phénomène a pris une telle ampleur que la crédibilité du pays a en partie parfois. Mais qui sont ces criminels des temps modernes et comment procèdent-ils pour arnaquer leurs victimes? On est dans une période aujourd'hui où beaucoup de jeunes ont eu, par exemple, le bac. Et ces jeunes vont vouloir aller à l'étranger. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'arnaques qui vont se développer pour leur dire qu'ils peuvent avoir des bourses d'études. Lorsqu'on te dit que tu peux avoir une bourse d'études à l'étranger et que tu ne dois pas payer d'argent, mais tu dois donner une pièce d'identité, etc., via Internet, directement, tu dois commencer à te poser des questions. Si quelqu'un vous croise dans la rue et qui vous dit que vous avez gagné à la loterie, vous n'allez jamais croire parce que vous vous dites que vous n'avez pas joué à la loterie. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on croise quelqu'un sur Internet et qu'on lui dit qu'il a joué à la loterie ou bien qu'il a gagné à une loterie, il croit parce qu'on a mis dans la tête des gens
que Internet était créé pour leur donner de l'argent sans travailler. Voici tout le problème. Beaucoup de gens ont, on va dire, veulent l'argent facilement. Il faut savoir que beaucoup de gens aussi se disent que Internet est aujourd'hui un moyen pour faire des rencontres. Mais ils ne savent pas qu'il y a des gens qui utilisent l'outil informatique aujourd'hui pour, on va dire, faire du chantage. C'est ainsi que si vous vous amusez, par exemple, à avoir des photos nues sur Internet ou bien à faire de la pornographie ou quelque chose comme cela via une webcam, il faut savoir que ça peut conduire au chantage. Si tu n'es pas trop patient et que tu vas avoir beaucoup d'argent aussi, tu peux partir voir les marabouts, tu donnes les photos, tu vas chez les marabouts, tu lui dis bon, que tu causes avec un homme blanc, que tu veux qu'il t'envoie l'argent, bon, le marabout aussi va te proposer de faire des sacrifices, bon, tuer un mouton, même les poulets, bon, ceci, là, pour que, bon, là maintenant après, quand l'argent sera plus, et quand la commande sera plus, maintenant que tu demandes l'argent, il va t'envoyer la somme que tu veux. Le but atteint, les brouteurs, c'est-à-dire les cyber-escrocs ou cybercriminels, n'ont d'autre objectif que de s'acheter des véhicules de luxe, festoyer à tout moment, fréquenter de façon exagérée les boîtes de nuit et faire couler le champagne à flot. Le tout soutenu par une nouvelle manière de se vêtir et un style musical qui fait la promotion du gain facile. L'argent, bon, partir acheter une belle voiture, aller des beaux vêtements, bon, aller voir des copines, bon, c'est comme ça, la belle vie, quoi. Certains parlent même de dette coloniale que l'Occident devrait à l'Afrique en faisant allusion à la traite négrière et à l'action coloniale. Au bout du rouleau, la perte des valeurs morales et l'enrichissement sans cause. Comme on peut le constater ici, l'Internet avec ses usagers est loin de contribuer aux bons résultats scolaires, mais plutôt pour la course au gain facile. Monsieur Akepo, le mode opératoire, Alors, on parle même de mysticisme et tout ça. Oui, expliquez-nous. La partie mystique, alors je ne peux pas trop m'aventurer. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est... On va confier cette tâche au professeur. Voilà. Par contre, les aspects plutôt techniques, hein, les différents mécanismes que les brouteurs utilisent sont nombreux. On peut dans un premier temps parler même de l'usurpation d'identité. C'est-à-dire quelqu'un se fait passer pour une autre personne. Aujourd'hui, l'Internet est ouvert, vous avez des réseaux sociaux, les gens étalent leur vie sur Internet. Vous allez sur des sites qui sont fréquentés comme Facebook et compagnie. Vous avez toute votre vie. Et donc, à partir de ces sites très visités, les gens sont capables de prendre votre identité, votre nom, connaître votre famille, le nombre d'enfants que vous avez. Enfin, tout un ensemble d'informations sont disponibles. Et donc, quelqu'un d'autre prend votre identité et à partir de votre identité, elle peut opérer cette personne-là. D'accord ? Elle peut opérer, ouvrir un compte bancaire à votre nom. Prendre une carte bancaire à votre nom, faire des prêts à votre nom. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la partie usurpation d'identité. Il y a d'autres mécanismes, comme l'hameçonnage par exemple. Quelqu'un vous envoie un mail avec un lien sur lequel vous cliquez, on vous envoie sur un site marchand, qui est un site connu, par exemple, et alors que ce site-là est un site qui est trafiqué. Donc sur ce site-là, si vous rentrez des informations, par exemple, ces informations-là, vous êtes en train de vous vendre quelque part. Donc il y a tous ces mécanismes, et puis bon, il y a donc la partie, on va dire, affective, beaucoup que les gens utilisent, hein, donc ils se font passer pour des dames, hein, donc qui vont vers des gens à l'étranger et leur demandent, par exemple, le mariage et compagnie. Et donc, c'est cette façon de faire-là, donc si la personne au bout du fil est faible de caractère, faible d'esprit, elle se fait avoir. Et en parallèle, il y a aussi donc, les maisons de transfert d'argent qui sont complices, hein, comme on l'a vu dans le reportage, qui sont complices et qui permettent à ces gens-là de pouvoir encaisser l'argent qu'on leur a fait venir de l'étranger, par exemple. Donc c'est ces méthodes-là qui existent qui peuvent permettre rapidement... Magloire Dané, est-ce que les victimes sont faibles ou bien c'est parce que les criminels sont plus convaincants? Bon, concernant d'abord, je vais commencer par l'ANAC. Vous savez, les jeunes gens dont le professeur parle, ils sont outillés, ils ont beaucoup d'expérience et puis psychologiquement, ils sont vraiment... Ils sont complets. C'est-à-dire que si on se situe dans les deux cas, c'est-à-dire le cas avec le téléphone portable dont Mel parlait tout à l'heure et le cas aussi avec l'ordinateur. Par exemple, quand ils sont sur les réseaux sociaux et qu'ils ont enfin des amis, quand ils veulent arnaquer par exemple quelqu'un, d'abord il a toute l'information sur la personne. D'abord pour le saluer, il va essayer d'utiliser la forme contractée. Par exemple, salut. Au lieu d'écrire salut, dans toutes les lettres, il va écrire peut-être SLT par exemple. Et quand le monsieur il répond salut, il se dit bon, il n'est pas habitué. D'abord, il va regarder un peu la date de création de son profil Facebook ou enfin, du réseau social pour voir un peu quelle expérience il a en la matière. Donc, c'est en fonction, par exemple, du niveau. Par exemple, quand il écrit, par exemple, LOL, c'est-à-dire rire. LOL, rire, par exemple. LOL, LOL, voilà. Oui. C'est-à-dire rire.
Ils ont ce langage-là, c'est-à-dire rire, par exemple. Et quand vous n'êtes pas un initié, quand vous n'êtes pas un initié, par exemple, vous êtes complètement perdu. Et donc, c'est-à-dire les niveaux de proposition, enfin, de vente ou d'escroquerie, c'est rattaché au résultat, enfin, au résultat qu'il a de la personne qui est en face de lui. Donc c'est pour vous dire qu'on est dans un monde, c'est-à-dire que l'électronique, enfin le virtuel est un monde nouveau qui n'a pas forcément des utilisateurs nouveaux en face. Est-ce que vous voyez? Ça n'a pas forcément des utilisateurs nouveaux en face. Donc c'est plus facile de les arnaquer. Ce n'est pas parce qu'ils sont faibles d'esprit, mais ils sont dans un monde qui est purement nouveau. Par exemple, quand quelqu'un quitte par exemple Abidjan et qui arrive à Paris pour la première fois, c'est vrai, il est content d'être à Paris, mais il n'est pas forcément mieux outillé pour s'orienter. Tout comme quand quelqu'un quitte par exemple à Bouna pour venir à Abidjan, à Djamé par exemple, il peut se faire facilement avoir. Donc c'est un peu ça, côté arnaque. Côté technique, qui est également le plus important, c'est vraiment le côté où le cybercriminel, il fait appel à un grand génie. Parce que s'il n'est pas génie, tu ne peux pas avoir vraiment à opérer, à attaquer de grands systèmes. Et c'est en ce moment-là, ça se situe à deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle les hackers. Les hackers, c'est les gens qui sont pointus dans le domaine, c'est-à-dire qui sont certifiés, c'est-à-dire qui sont reconnus pointus dans le domaine du réseau et dans le domaine de la programmation. C'est des vrais génies. Et ils sont faits pour être potentiellement dangereux. En réalité, ils ne sont pas dangereux. Ils deviennent dangereux quand ils se reconvertissent. Donc eux, ils sont faits pour analyser et trouver des failles. Ils sont compétents dans leur domaine. Ils sont compétents, pointus dans leur domaine. Et ils sont même reconnus parce qu'ils sont certifiés. Et ceux-là, ils sont potentiellement dangereux, mais ils ne sont pas dangereux. Ils sont faits même pour arranger, c'est-à-dire, ils rentrent dans... Donc là, ils peuvent jouer dans les deux camps. Très bien. Bon, on va y arriver. Je vais terminer par le mauvais camp, il va y arriver. Alors donc, il est prêt à trouver des failles dans un système, par exemple. D'abord, le système se protège à plusieurs niveaux. Le premier niveau peut être la protection, par exemple, du réseau. Et le dernier peut être la protection, par exemple, des données de la base de données. Et lui, par exemple, il arrive à trouver une faille dans un réseau donné. C'est-à-dire, il se dit, bon, écoute, avec tel coup, je peux arriver à casser le pare-feu, ou bien je peux arriver à trouver un port ouvert. Quand il trouve et qu'il est encore bon, il peut vous demander de réparer, est-ce que vous voyez un peu, de réparer la partie où il y a la faille. Donc c'est ceux-là qui sont potentiellement, parfois ils sont tentés d'être mauvais quand ils ne sont pas bien pris. Donc c'est ceux-là qu'on appelle, quand ils deviennent mauvais, on les appelle les crackers. Bon, nous, dans notre jargon, on appelle, il s'appelle black or white. Quand il est white, c'est qu'il est encore hacker, c'est-à-dire il est bon de cœur, il peut vraiment, il voit la faille, il peut vous trouver, il peut vraiment vous aider à réparer ou bien pour donner des conseils pour dire non, ici c'est pas bon, il faut essayer de... Parce qu'en réalité, pour attaquer un système, pour savoir qu'un système est vulnérable, il faut l'attaquer. Il faut faire continuellement des audits. Parce que le problème, c'est-à-dire, je prends un exemple banal. Un exemple banal, par exemple, d'un système d'aviation, de transport. Vous savez, l'aéronef, il ne peut pas, en l'air, l'avion n'est rien sans la tour de contrôle. Et on parle de instrument landing system, c'est-à-dire que les instruments de navigation, enfin de descente en piste. Et tout se fait par moyen de systèmes de télécommunication. Il peut arriver même qu'il arrive vraiment à craquer, à casser un système. Et il peut commencer par exemple à détourner l'avion. Donc vraiment, ils peuvent aller très loin. Donc au niveau technique, il faut vraiment des génies qui sont mieux outillés dans un domaine donné pour vraiment arriver à opérer sur les systèmes. Maintenant, côté ANAC, vraiment c'est parfois l'ignorance de la victime. C'est l'ignorance ou bien le manque d'expérience de la victime, le manque de sensibilisation de la victime, comme je vous l'ai dit tout de suite. Quelquefois, ils arrivent à prendre certaines personnes. Oui, maître, ça, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez véritablement, vous pensez que y a une raison pour que les gens se laissent prendre aussi facilement? Tout le monde est prévenu, on en parle, mais on se laisse toujours prendre. En fait, au niveau des modes opératoires, quel que soit le mode opératoire, il y a un dénominateur commun, c'est l'appât du gain. Que ce soit au niveau de la victime, que ce soit de l'auteur. Au niveau de la victime, dans le reportage, on le disait,
on a expliqué, ou bien pour certains, Internet est un moyen d'avoir de l'argent facile. Vous recevez une lettre par mail disant je suis le fils de Bokassa. Bokassa est mort, il m'a laissé 13 milliards. Je ne sais pas comment utiliser ces 13 milliards. Je voudrais vous donner ces 13 milliards, mais en retour, envoyez-moi 2 millions. Donc, petit à petit, on vous enlève de l'argent. Mais en fait, vous, pourquoi vous le faites? Ce n'est pas parce que vous êtes faible, mais c'est l'appât du gain. Le gain facile. Souvent également, vous pouvez recevoir sur votre portable ou bien même à la maison, sur votre téléphone fixe, on vous appelle, on vous dit c'est Côte d'Ivoire Télécom, vous avez gagné à une loterie qu'on a faite et votre numéro a été tiré au sort. Bon, vous gagnez un réfrigérateur, vous gagnez une télévision, des lots qui pour vous sont à votre portée. Mais d'accord, mais comment je dois faire pour avoir ces lots-là? Donc vous ne pensez même pas, comme on disait dans le reportage, que vous n'avez pas participé à un quelconque, vous n'avez pas donné votre numéro à quelqu'un. Donc déjà, vous pensez à ce que vous pouvez gagner. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour avoir mes lots? Bon, pour avoir vos lots, envoyez une recharge de 100 000. Ou bien envoyez 2 recharges de 10 000. Ça commence comme ça. Mais de l'autre côté aussi, ceux qui font les attaques, dont le précédent intervenant parlait tout à l'heure, c'est parce qu'également, ils ont besoin d'argent. Ils peuvent paralyser les systèmes, paralyser un système informatique d'une banque ou de l'aviation, et en retour, ou bien même d'une société, et en retour exiger de l'argent. Aujourd'hui même, j'ai même appris qu'il y a des gens qui reçoivent des mails ou des SMS, leur disant, bon, écoutez, par exemple, M. Fofana, ou bien, bon, je préfère ne pas dire M. Fofana parce que l'exemple est assez macabre. J'ai reçu des instructions pour vous tuer. Mais comme je vous aime bien, je ne vais pas vous tuer. Pour cela, envoyez-moi quand même 100 000 parce que je vous ai révélé ça. Vous voyez ça, vous avez peur. Et vous pouvez envoyer les 100 000. Donc, vous voyez, pour moi, le dénominateur commun, c'est l'appât du gain. Au niveau de la victime ou au niveau de l'auteur de la cyberinfraction. Professeur Gueux, sur la question, oui, pourquoi est-ce que vous pensez que aussi facilement les gens, on passe par des manœuvres dolosives et puis très facilement les gens acceptent, ils sont convaincus sans même connaître la personne qui... Oui, je m'inscris sur la même ligne des premiers intervenants pour dire que c'est la recherche du gain facile. C'est la recherche du gain facile qui se justifie aussi souvent par l'environnement social. Par l'environnement social, vous voyez que quand on voit la vie qui devient chère et que l'argent se fait rare, la misère tape à toutes les portes, vous voyez, l'esprit de l'homme est porté vers un miracle. Vous voyez aujourd'hui dans les églises, c'est partout, c'est le miracle, on court derrière le miracle. Quand on parle de cybercriminalité aussi, c'est un autre miracle. C'est un autre miracle parce que j'ai mon collègue qui disait tout de suite que l'Internet, c'est l'occasion de se faire de l'argent. Donc, que ce soit les arnaqueurs, que ce soit la victime, le dénominateur, comme il a dit, c'est la recherche du gain facile. Chacun veut se faire de l'argent sans souvent faire un effort personnel. Parce qu'on parle de loterie, tu n'as pas joué de loterie. On dit que une femme qui a de l'argent, qui veut se marier avec toi, mais on ne cherche pas toujours à aller à l'origine de l'information. Et souvent on est désespéré et on tombe sur à ce mauvais moment, c'est cela? Voilà, c'est ça. Monsieur Akepo, oui, alors effectivement, il y a quand même le gain facile, mais il y a quand même aussi le fait qu'on tombe sur des gens, on tombe sur des gens qui, par exemple, vous prenez l'exemple de quelqu'un qui est au fin fond de la Bretagne en France, qui n'est jamais sorti de son petit patelin, qui est à la recherche de l'âme sœur. Cette personne-là reçoit un contact de la Côte d'Ivoire, on lui montre de belles photos, il n'est jamais sorti de ses vaches, entre guillemets. D'accord ? Cette personne-là, potentiellement, elle est faible.
Et le faible, ce n'est même pas le gain facile, parce que, alors, on peut parler de gain facile en parlant peut-être de la gente féminine, mais en fait, elle a simplement envie de se marier et autour d'elle, elle ne trouve personne. Donc elle va chercher l'âme sœur au bout du monde. Et c'est comme ça que petit à petit, elle se fait avoir, quoi. Donc là, c'est parce que la personne elle-même, il y a un peu de faiblesse dans sa façon de fonctionner. Voilà. C'est sur cet aspect-là que moi je parlais de faiblesse, en fait. Une question rapide et puis on avance. Les activités malveillantes sont en évolution en Côte d'Ivoire. Actuellement, il y a recrudescence, c'est indiscutable. C'est indiscutable.